Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là. Très heureuse de retrouver un ancien étudiant. Clément m'a rappelé que j'avais été sa prof il y a 10 ans à Sciences Po, alors ça ne me rajeunit pas. Non, très heureuse d'être là parce que, en fait, la thématique de recherche que vous m'avez offert m'a permis de faire le lien entre différentes recherches que je mène et entre lesquelles je n'avais pas forcément établi beaucoup de ponts. Donc, merci de m'avoir donné cette occasion de prendre le temps. C'est vrai qu'ici, c'est un lieu où on prend le temps, de prendre le temps de réfléchir à ces sujets. Alors, je suis professeure à l'université Paris 8, Université Paris Lumière. Je suis professeure de droit, spécialisée depuis de très nombreuses années en droit de l'environnement. Et puis, au fil des hasards de la vie, des curiosités, je me suis un petit peu intéressée à la question des biens communs, notamment à l'occasion d'un colloque que nous avions fait en 2012 avec Jacques de Saint-Victor, qui était à l'époque mon collègue à Paris 8, sur la question des biens communs. Et puis ensuite, dans le cadre d'un très bel ouvrage qui a été dirigé par Judith Rochefeld, Fabienne Orsi et Marie Cornu sur le dictionnaire des biens communs, dans lequel j'ai pu contribuer sur certaines thématiques. C'est une thématique, les biens communs, qui est étudiée de manière assez récente par les juristes. Vous savez que les économistes s'y intéressent depuis beaucoup plus longtemps, et notamment en particulier depuis les travaux d'Elinor Ostrom. Les juristes s'y sont intéressés de manière beaucoup plus récente, et il est très intéressant d'essayer de croiser le point de vue juridique et le point de vue économique. Et par ailleurs, je travaille aussi beaucoup sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, la thématique de ce jour me permet de réunir ces problématiques sur les biens communs avec la problématique du rôle et de la responsabilité des sociétés face aux grands enjeux qui sont les nôtres, enjeux environnementaux, enjeux sociaux. Alors moi, je me suis plus intéressée aux enjeux environnementaux. Voilà, et donc effectivement, ici, le questionnement de ce jour, c'est en quoi est-ce que les entreprises peuvent contribuer à la poursuite du bien commun. Alors, j'ai longuement hésité entre un singulier ou un pluriel. Au singulier, c'est une expression bien commun, c'est une expression qui est beaucoup utilisée. Alors notamment Jean Tirole, le fameux Jean Tirole, a produit un ouvrage en 2016 sur l'économie du bien commun. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi d'une tribune dans Le Monde, il y a 2 ans, dans laquelle certains universitaires proposaient que la notion de bien commun soit inscrite dans la Constitution pour qu'on puisse écarter certaines lois qui, protégeant la liberté d'entreprendre, protégeant le droit de propriété, venaient porter atteinte au bien commun. Dans ce singulier, le bien commun se confond beaucoup avec la notion d'intérêt général. On a un petit peu de mal à le distinguer de la notion d'intérêt général. Et donc, c'est l'idée que ce soit l'État ou que ce soit les entreprises, comment est-ce que par leurs activités, ils doivent s'inscrire dans la recherche de cet intérêt général. Au pluriel, on parle des biens communs ou des communs. Les économistes, eux, se sont plutôt intéressés aux communs, tandis que les juristes s'intéressent aux biens communs. Et donc là, ça fait référence à des notions beaucoup plus précises, notamment des notions creusées par les travaux d'Elinor Ostrom. Alors moi, j'ai choisi aujourd'hui de prendre la liberté de me situer à la fois dans ce pluriel et ce singulier pour nous interroger effectivement comment est-ce que les entreprises, à travers leurs activités, peuvent poursuivre à la fois l'intérêt général et puis quel lien avec certains communs particuliers sur lesquels se posent des grandes questions, notamment la question du réchauffement climatique. Le climat peut-il être considéré comme un bien commun ? Je n'arrive pas à avancer. Ok, bon.
Aïe, super, merci beaucoup. Oui, donc je voulais rappeler que en fait, voilà, je m'étais intéressée à la question des biens communs à travers le prisme du droit de l'environnement, qui est quand même un prisme un petit peu particulier. Et notamment rappeler qu'en droit de l'environnement, il y a un grand principe qui est celui de la participation publique, qui aujourd'hui est un principe extrêmement répandu, mais qui appartient au droit de l'environnement depuis plus d'une trentaine d'années, et dans lequel justement se pose la question de l'expression des opinions de l'ensemble des sujets, l'expression des intérêts de l'ensemble des sujets dans la construction de ce droit de l'environnement. Voilà. Et donc rappeler qu'effectivement, il faut bien faire la distinction entre les communs et les biens communs, puisque la notion de commun est une notion économique, donc creusée par Elinor Ostrom, qui a une signification tout à fait particulière. Et toute la réflexion des juristes actuellement porte sur la question de savoir comment est-ce que le système juridique peut appréhender, s'approprier cette notion de commun pour essayer d'en faire un mécanisme, un instrument de protection de certaines ressources. Et donc, du coup, il y a souvent des différences de vocabulaire, parce qu'effectivement, économistes et juristes, nous n'avons pas le même vocabulaire. Donc, les économistes vont vous parler de mode de gouvernance économique. Nous, on va parler de régulation de l'accès, régulation des usages, prélèvement sur la ressource. Mais en fait, avec des points de vue différents, nous parlons de la même chose. Alors, je reviendrai dans un premier temps sur les biens communs, et puis ensuite, je voudrais m'interroger avec vous sur la façon dont on peut mesurer la performance environnementale de l'entreprise. Si on considère que l'entreprise va s'inscrire dans la poursuite du bien commun, dans la protection des communs, par un certain niveau d'engagement environnemental, comment est-ce qu'on peut essayer de mesurer la performance environnementale de l'entreprise? C'est un sujet complexe, nous le verrons. Et puis essayer de voir comment est-ce que cette question est appréhendée par le système juridique, à la fois en termes de soft law, à la fois en termes de hard law, parce qu'aujourd'hui on est vraiment à la croisée des chemins et on voit toute une évolution de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et cette notion est en train de profondément évoluer actuellement. Et ensuite, et pour terminer, sur la question de la gouvernance de ces sujets, gouvernance qui rejoint votre préoccupation, qui est celle de la comptabilité verte, dans laquelle elle est un des piliers. Alors, comment est-ce que le système juridique peut essayer de saisir les biens communs? Les travaux d'Elinor Ostrom font apparaître trois fondamentaux, trois piliers qui sont nécessaires pour pouvoir qualifier une situation, un bien de commun. Premier pilier, c'est la ressource. Effectivement, on sait qu'elle a beaucoup travaillé sur des communs fonciers, des pâturages, des pêcheries. Donc le premier pilier, ça va être celui de la ressource. Deuxième pilier, c'est celui de la communauté attachée à la ressource. Et cette communauté attachée à la ressource, il faut la voir de différentes façons. Par exemple, quand elle s'intéressait au cas des pêcheries, évidemment, l'ensemble des pêcheurs qui appartenaient à la pêcherie constituaient cette communauté, mais il fallait aussi envisager l'hypothèse de savoir si des pêcheurs extérieurs à cette communauté pouvaient venir exercer un prélèvement sur la communauté. Donc on voit que la communauté doit être appréhendée de manière suffisamment large. Nous, aujourd'hui, effectivement, ça va être la question de savoir quelle est l'échelle de communauté à laquelle on peut raisonner, l'ensemble de l'humanité présente aujourd'hui, mais aussi peut-être les générations futures. Donc cette notion de communauté est extrêmement importante. Et puis troisième pilier, qui est absolument fondamental, c'est celui des modes de gouvernance de cette ressource par la communauté. Et la qualification de commun au sens d'Elinor Ostrom suppose nécessairement l'établissement, l'existence d'un mode de gouvernance entre la ressource et la communauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur certains biens pour lesquels il existe, qui constituent une ressource,
pour lesquels on peut imaginer une communauté inhérente à cette ressource, mais en l'absence de mode de gouvernance, ce serait un obstacle pour les qualifier de communs au sens d'Elinor Ostrom. Alors, quand on relie cette question des communs aux problématiques actuelles, et notamment aux problématiques juridiques que soulèvent certains biens actuellement, on peut se demander quels seront les intérêts collectifs à défendre, quand est-ce que cette qualification de commun peut être attractive pour le système juridique, quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour protéger certaines ressources. Et je ne sais pas si vous connaissez Judith Rochefeld, qui est professeure à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui fait partie de l'une des chercheuses actuelles qui a le plus travaillé sur cette question des biens communs. Elle est donc une co-directrice du dictionnaire des biens communs. Et donc Judith, je précise qu'elle vient de terminer la direction d'une recherche pour le GIP Justice, qui va être publié très prochainement, pour essayer justement de trouver des applications plus concrètes, plus pratiques de cette notion de bien commun. Donc c'est un sujet qu'elle est encore en train d'étudier et dans cette visée très, pas utilitariste, mais comment est-ce qu'on peut saisir de manière très concrète ce concept de commun. Et donc elle distingue 4 types d'hypothèses dans lesquelles on pourrait utiliser les communs pour défendre un intérêt. Donc on pourrait avoir des hypothèses où on a un impératif d'organiser un usage partagé de la ressource. Alors, ça, ce sont notamment des questions qu'on peut se poser en matière culturelle, en matière de documentation scientifique. Vous savez qu'aujourd'hui se posent des questions très très importantes sur l'accès aux publications. Il y a des batailles féroces qui ont lieu entre certains éditeurs qui ont capté en quelque sorte cette ressource, alors qu'au contraire d'autres se battent pour un accès libre, un open access à ces ressources. Et donc là on peut réfléchir en termes effectivement d'usage partagé de la ressource. Autre préoccupation, qui est une préoccupation très très fréquente en matière environnementale, qui est celle de la conservation d'une ressource face à la raréfaction de cette ressource. Alors c'est vrai pour un certain nombre d'espèces animales, mais aussi d'espèces protégées. Objectif de transmission aux générations futures, ça c'est notamment un objectif qu'on va retrouver dans les notions de patrimoine commun de l'humanité, qui est une notion qui a été beaucoup utilisée à une certaine époque, qui est un petit peu moins utilisée, même si je vous parlerai d'une décision du Conseil constitutionnel toute récente qui pourrait redonner tout son intérêt à cette notion. Et puis enfin, c'est quatrième utilité, volonté d'enrichissement et d'additionnalité pour les ressources immatérielles. Alors là, ce sont toutes les problématiques d'open access sur les logiciels, qui est un des domaines sur lesquels la recherche des communs est le plus active, parce qu'effectivement, c'est un des domaines dans lesquels on a le plus implémenté cette notion, avec une séparation très importante entre les logiciels sous captation privée, entre guillemets, brevet, et puis au contraire des logiciels qui sont en accès libre. Alors, quel type de ressources à partager? Donc, effectivement, aucune discrimination sur le type de ressources. Ça peut tout à fait s'appliquer à des ressources immatérielles, et le cas des logiciels ou des connaissances en est une illustration très importante. Ressources rivales, non rivales, ça, effectivement, c'est pas du tout un obstacle à la qualification de commun, de savoir si la ressource peut être partagée ou non. Et enfin, ressources en voie de raréfaction ou même de disparition, ou ressources qui n'est pas en voie de disparition. Alors, en voie de disparition, notamment toute la question des quotas de pêche pour les ressources halieutiques. Mais pour d'autres ressources, se pose la question de l'accès sans qu'il ne soit question de la problématique de la raréfaction.
Alors, la taille de la communauté, c'est sans doute aujourd'hui une des questions les plus importantes. Effectivement, les travaux d'Elinor Ostrom ont porté sur des communautés qui étaient assez étroites, puisqu'il s'agissait surtout de communautés foncières. Mais aujourd'hui, notamment au regard des grands enjeux environnementaux, la question qui se pose est plutôt sur des communautés extrêmement larges, qui seraient l'humanité tout entière, mais aussi les générations à venir. Alors, cette question se pose évidemment par rapport à sans doute le plus grand enjeu de ce siècle, qui est la question du réchauffement climatique. Si vous allez discuter avec des scientifiques de Saclay, ils vous expliqueront que cette question est tellement cruciale qu'elle conditionne presque toutes les autres. Évidemment que les enjeux de biodiversité sont extrêmement importants, mais en fait la question du réchauffement climatique est à un tel degré d'urgence qu'elle écrase en quelque sorte toutes les autres questions. Mais c'est aussi une question qu'on peut se poser avec des problématiques toutes nouvelles. Et si j'avais fait l'exposé il y a 1 an, je n'aurais jamais songé à cet exemple-là. Mais face aux grandes pandémies la pandémie actuelle que nous vivons, vous avez vu dans la presse générale, beaucoup d'articles dans Le Monde notamment, que face au vaccin contre la Covid-19, se pose la question de savoir s'il s'agit d'un bien public mondial pour lequel on devrait ouvrir un accès à l'ensemble des personnes. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu de près ce sujet, mais on a vu qu'il y avait des discussions fermes entre des États qui commencent à commander un certain nombre de doses de vaccins pour leur population, des laboratoires qui apprennent plus ou moins à travailler en commun pour essayer de progresser ensemble sur le sujet. Et puis, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne, c'est aussi un sujet qui fait l'objet de très vives discussions pour savoir si, oui ou non, on devrait aller vers imposer une qualification en quelque sorte de bien public mondial pour dire que les règles du brevet vont être provisoirement écartées afin de pouvoir permettre un accès de l'ensemble de la population à ce sujet. Le cas du vaccin est vraiment une illustration très intéressante parce que, par exemple, si on réfléchit à l'échelle européenne, évidemment, on pense tout d'abord à la population de l'Union européenne, mais au-delà de ça, on sait très bien que si la pandémie perdure en Asie, en Amérique latine, en Afrique, elle va se réimplanter chez nous. Donc en fait, on voit bien que on ne peut plus faire des délimitations précises de communautés et qu'il y a une porosité totale entre ces différentes communautés. Et puis évidemment, il y a la question des générations futures qui est très présente en droit de l'environnement. Vous savez que depuis que la déclaration de Rio en 1992 a posé ce grand principe de développement durable, il s'agit d'un principe transgénérationnel qui vise, à la suite du rapport Brundtland de 1987, qui vise à inscrire en fait notre démarche actuelle dans la temporalité à destination des générations futures. Alors, ces différents exemples montrent qu'en fait, on a très souvent des conflits entre différentes échelles de communautés et qu'il va falloir réfléchir à la façon dont on peut traiter ces conflits. L'exemple de la déforestation en Amérique du Sud. On va avoir conflit entre différentes personnes. Donc, évidemment, les communautés locales. Alors, parmi les communautés locales, vous avez des oppositions très fortes parce que les populations autochtones, elles, veulent absolument que soit préservé leur cadre de vie, notamment en raison du lien culturel qu'elles ont avec ce cadre de vie, tandis que d'autres populations locales, notamment les agriculteurs, veulent déforester au maximum pour avoir leur lopin de terre sur lequel ils vont pouvoir mener leurs activités. Donc déjà, à l'échelle nationale, on a un conflit très fort entre différentes communautés. Mais si on monte ensuite d'un degré, on voit qu'on a un conflit avec une autre communauté qui est l'humanité tout entière, puisqu'on sait très bien que, notamment en Amazonie, la forêt amazonienne participe
de manière très forte à la lutte contre le réchauffement climatique, enfin qu'elle joue un rôle dans le phénomène du changement climatique, un rôle stabilisateur, et que plus on grignote sur la forêt, plus ce rôle est important. Vous avez vu sans doute très récemment que le Haut Conseil du climat en France nous a annoncé que nous participions de manière très très importante au phénomène de la déforestation. Donc il faut bien avoir conscience que ce ne sont pas seulement les agriculteurs soutenus très fortement par Bolsonaro qui brûlent la forêt, ce sont nous aussi de manière indirecte qui brûlons la forêt à travers toute la consommation que nous importons. Et donc on est très fortement impliqués dans ce conflit à différentes échelles, puisqu'on profite de manière indirecte de la déforestation à travers toutes les activités qui sont menées. Donc voilà, vous voyez, pour le juriste, ça va poser des problèmes d'articulation entre les intérêts de ces différentes communautés. Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des mécanismes problématique qui est d'autant plus importante que lorsqu'on réfléchit à une échelle internationale, va se poser évidemment la question d'une gouvernance internationale. Cette question d'une gouvernance internationale, elle ne se porte pas très bien. Depuis quelques années, les élections qui vont avoir lieu dans 3 semaines vont être absolument déterminantes parce que vous savez que Trump a vraiment cherché à faire exploser à peu près tout ce qui avait été construit en droit international depuis plus de 40 ans. Alors les institutions survivent encore, mais c'est vrai qu'il faudrait absolument les régénérer parce qu'on avait beaucoup avancé sur ces questions de gouvernance internationale et aujourd'hui on voit un recul manifeste de tous ces sujets, que ce soit la question du nucléaire, que ce soit les questions environnementales. Or, on est face à des ressources planétaires, on est face à une communauté planétaire, et donc il faudrait imaginer une gouvernance planétaire, mais qui va être très très difficile parce que chacun tire un petit peu la couverture à lui, et chacun essaie d'articuler l'intérêt général auquel il participe avec l'intérêt de sa propre communauté, et c'est assez difficile. Alors, si on rejoint, si on fait le lien entre ces biens communs et l'environnement, un auteur, Gilles Martin, donc je ne sais pas si vous le situez, mais c'est un très grand professeur de droit de l'environnement qui s'intéresse à ces sujets depuis plus de 40 ans, qui a fait vraiment extrêmement progresser d'un point de vue conceptuel les notions. Et donc cet auteur a proposé la notion de biens environnementaux. Si ça vous intéresse plus particulièrement, en fait, c'est lui qui a rédigé la notice biens environnementaux au sein du dictionnaire des biens communs chez PUF, co-dirigé notamment par Judith Rochefeld. Et donc Gilles Martin s'interroge sur les convergences ou au contraire les divergences entre les grandes problématiques environnementales et puis la question des communs. En effet, étant donné que l'environnement, c'est le patrimoine de tout le monde, on pourrait considérer que toutes les ressources environnementales participent, sont des communs. Et il illustre cette idée avec la notion de concernement collectif. Les ressources naturelles, effectivement, concernent tout un chacun. Et donc, il y a un concernement collectif dans l'ensemble de ces ressources naturelles. Néanmoins, il existe des divergences parce qu'effectivement, pour pouvoir qualifier la ressource de bien commun, encore faudra-t-il qu'il existe un mode de gouvernance de cette ressource, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, on va s'interroger sur la façon dont on peut essayer de mettre en place une gouvernance de ces ressources. C'est un peu tout l'enjeu aujourd'hui du droit de l'environnement, de savoir comment est-ce qu'on va organiser cela. Alors, je reviens sur la notion de patrimoine commun de l'humanité, parce que c'est une notion qui a été très en vogue dans les années 80-90, qui a été utilisée dans un certain nombre de textes. Et puis aujourd'hui,
c'est une notion qui retenait un petit peu moins l'intérêt et on allait plutôt vers des qualifications de bien public mondial. On s'est beaucoup interrogé, par exemple, sur le climat. Est-ce qu'il s'agit d'un bien public mondial ? Quand on se pose la question de la lutte contre la Covid-19 et donc du vaccin, on se dit que ce vaccin serait un bien public mondial. Néanmoins, je voulais vous faire part d'une décision du Conseil constitutionnel en France du 31 janvier 2020, dans laquelle il vient rappeler le préambule de la Charte de l'environnement, qui date de 2005, dans lequel il est dit que l'environnement est le patrimoine commun de la nation. Et en fait, le Conseil constitutionnel nous dit que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains et qu'il s'agit là, cette idée que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains, il s'agit là d'un objectif à valeur constitutionnelle. Et cette qualification, c'était la première fois qu'il disait la protection de l'environnement est un objectif à valeur constitutionnelle. Cette qualification lui a permis de venir lutter contre la liberté d'entreprendre qui est tellement forte et qui fait l'objet d'une telle protection. Je reviens sur les faits parce que c'est extrêmement intéressant. Il existe en France une institution qui s'appelle l'Union des fabricants alors c'est pas de pesticides, mais de produits chimiques, qui est extrêmement active. Et donc cette fédération avait déjà agi en 2015 devant le Conseil constitutionnel pour lutter contre une disposition d'une loi qui prévoyait qu'on ne pouvait plus fabriquer et exporter des contenants alimentaires dans lesquels il y aurait du bisphénol A. Le bisphénol A, c'est une substance qui est utilisée dans la fabrication des plastiques. Elle a pu être qualifiée de perturbateur endocrinien, donc on sait que c'est très mauvais pour la santé, et donc le législateur français avait pris la décision d'interdire le bisphénol A dans les biberons, mais aussi dans les contenants alimentaires. Et donc il avait imposé cette disposition en France, mais aussi à l'étranger. Et cette fédération professionnelle était venue dire on ne voit pas pourquoi le législateur français devrait prendre en considération la protection de la santé des pays étrangers dans lesquels le législateur n'a pas prévu une interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Donc, on veut bien que vous nous interdisiez d'en fabriquer, d'en commercialiser sur le territoire français, mais en revanche, on ne veut pas que vous nous interdisiez d'exporter des contenants alimentaires contenant du bisphénol A, parce que cela n'a pas de sens. Il appartient à chaque législateur national de prendre soin de ses citoyens, et donc cela ne relève pas de votre ressort. Et effectivement, en 2015, le Conseil constitutionnel avait sanctionné cette loi et avait dit on peut tout à fait exporter des contenants alimentaires qui contiennent du bisphénol A. Ici, la situation était exactement la même, puisque, alors, il ne s'agissait pas de contenants alimentaires qui contiennent du bisphénol A, il s'agissait de pesticides qui avaient été interdits à l'échelle de l'Union européenne, et il s'agissait de savoir si les fabricants français pouvaient néanmoins continuer à fabriquer ces produits interdits à l'échelle de l'Union européenne pour les exporter ailleurs. Est-ce qu'on peut aller polluer l'Afrique, l'Asie Et le Conseil constitutionnel a opéré un revirement très fort de jurisprudence, puisque s'il avait été dans la lignée de 2015, il nous aurait dit pas de problème. Or là, il a dit l'environnement appartient au patrimoine commun des êtres humains. C'est un objectif à valeur constitutionnelle, et cet objectif vient contrebalancer la liberté d'entreprendre et justifie l'interdiction posée par le législateur. Donc c'est une décision très importante du 31 janvier 2020, toute récente, et qui vient vraiment redonner vigueur à cette notion de patrimoine commun qui permet, vous voyez, dans une articulation des intérêts. Le droit, de toute façon, passe sa vie à essayer d'articuler des intérêts divergents. Le juriste passe son temps à essayer d'articuler des intérêts divergents. Et donc ici, le législateur est venu dire
entre l'intérêt des fabricants de pesticides à continuer à exporter ces substances et la protection de l'environnement, je préfère la protection de l'environnement qui a une valeur plus haute. Voyez ? Donc c'est une décision très intéressante. Alors, quel lien avec l'entreprise ? En quoi est-ce que l'entreprise peut participer à la poursuite du bien commun, ou en quoi est-ce qu'elle peut prendre en considération les biens communs ? Alors, on va étudier ça en s'intéressant à la question de la mesure de la performance environnementale des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça signifie définir, mesurer la performance environnementale des entreprises ? Si on se réfère aux théories économiques, vous savez qu'on parle d'externalités négatives ou positives, heureusement. L'entreprise, à travers ses activités, a des effets dans sa communauté interne, mais ses activités ont aussi des effets à l'extérieur. Et ces externalités, elles peuvent être positives, l'emploi, sa participation à l'activité économique, ou négatives. Et parmi les externalités négatives, il y a évidemment le poids environnemental des activités des entreprises. Or, étant donné que je ne vais pas vous apprendre que nous sommes sans doute dans un monde qui n'est pas soutenable aujourd'hui, si nous continuions à exploiter le monde de la même manière, ça ne va pas marcher. On n'est pas dans les clous. Vous savez qu'on a une association a choisi une illustration très parlante qui est celle du jour du dépassement. Vous en avez entendu parler. C'est le jour à partir duquel on a utilisé en quelque sorte toutes les ressources de la planète et où on vit à crédit du point de vue environnemental. Alors, évidemment, c'est extrêmement arbitraire, évidemment, bien sûr, ce n'est pas une mesure juste, mais peu importe. C'est une très, très bonne illustration et ça permet vraiment au public de saisir cette idée qu'aujourd'hui, avec nos modes de vie, nous sommes dans une exploitation non soutenable de notre planète. Comment est-ce qu'on peut essayer de rendre notre exploitation et surtout l'activité des entreprises plus soutenable en posant des normes environnementales ? Mais la grande difficulté, c'est que ces normes environnementales, elles relèvent soit d'une échelle nationale, soit parfois d'une échelle régionale. Par exemple, le droit de l'environnement en France est alimenté à peu près à 80% de dispositions européennes. Donc là, on voit bien que c'est une échelle régionale. Mais il n'existe pas de normes standards environnementales à l'échelle de la planète. Ce qui fait que beaucoup d'États pratiquent ce qu'on pourrait appeler une forme de dumping environnemental, comme il existe du dumping fiscal, du dumping social, une forme de dumping environnemental en ayant des normes environnementales très très basses. Et à partir de là, va se poser la question de savoir quelle est la norme que les entreprises appliquent. Alors, si vous êtes une PME, une ETI, et que votre activité se situe sur le territoire français, vous allez être dans une norme environnementale relativement élevée, puisqu'effectivement, on peut considérer que nous sommes quand même à un degré de norme environnementale relativement satisfaisant. Il y a des accidents, bien sûr, comme l'accident de Lubrizol, qui a beaucoup marqué les esprits. Il y a parfois des accidents, mais on est quand même parvenu à un degré de normes environnementales relativement satisfaisant. Mais si vous êtes une entreprise multinationale et que vous exercez votre activité dans de très nombreux territoires, dans de très nombreux domaines, vous allez être confronté à cette question du degré de normes que vous allez respecter. Et donc ce phénomène de mondialisation ou de globalisation, alors pour la différence entre les deux, globalisation et mondialisation, je vous renverrai aux travaux d'Alain Suppiot, pour qui la mondialisation, c'est une globalisation régulée, dans laquelle on essaie de mettre en place des jalons. Mais donc ce phénomène de la globalisation, du point de vue environnemental, pose effectivement la question de savoir quelle performance environnementale est-ce que les entreprises doivent respecter. Et à partir de là, cette question va soulever, vous voyez, la question de l'articulation entre le rôle de l'État
et le rôle des entreprises dans le choix ou la contrainte de cette norme environnementale. Si je prends l'exemple d'une grande entreprise française en matière de cosmétiques, qui est leader mondial, cette entreprise, dès lors qu'elle a des activités en France, évidemment, elle va se soumettre au niveau français, mais qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle a des activités en Asie, en Afrique, en Amérique latine? Quelles normes est-ce qu'elle doit respecter? Soit elle choisit de s'inscrire volontairement dans des normes beaucoup plus élevées que les normes posées par ces pays, soit elle va choisir de respecter la norme de ces pays. Alors, en l'occurrence, c'est une entreprise qui est plutôt vertueuse, et donc elle a choisi de s'inscrire dans une norme qu'elle-même va adopter et qu'elle-même va s'engager volontairement à respecter. Et du coup, on voit bien que il y a un débat on voit apparaître le débat entre soft law et hard law sur qui doit fixer le niveau de la norme environnementale à respecter, et est-ce qu'il s'agit d'une contrainte ou est-ce qu'il s'agit d'un engagement volontaire pour les entreprises. Au-delà de ça, il y a aussi la question de savoir qui doit définir la stratégie à venir, qui doit définir notre cap, notre horizon, notre azimut, là où on doit se rendre. Étant donné qu'il y a un constat partagé de manière à peu près unanime sur le fait que la façon dont nous exploitons notre planète n'est pas soutenable, on parle de transition écologique, de conversion. Qui va dessiner les différents caps qui vont permettre aux entreprises, qui jouent un rôle majeur évidemment dans cette transformation, qui va définir les différents caps qui vont permettre de s'inscrire dans cette transition écologique. Aujourd'hui, la question des plans de relance illustre tout à fait ce sujet, puisque on voit bien que se pose la question de la conditionnalité des plans de relance. C'est-à-dire, si l'État soutient l'activité des entreprises, est-ce qu'il peut exiger en contrepartie que cette activité s'inscrive dans un certain chemin qu'on va tracer, s'inscrive dans une conversion, une transformation. Et puis, de manière plus générale, c'est aussi la question de savoir comment est-ce qu'on peut agréger les forces et l'activité des entreprises vers certains caps. Je prends une illustration très bête. La voiture électrique. C'est super la voiture électrique, mais si vous ne pouvez pas recharger votre voiture parce qu'il n'y a pas de borne de recharge sur le territoire français, ça ne va rien résoudre. Et donc on voit bien qu'il va falloir articuler différents degrés de décision à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, différents types d'acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, et il va falloir mettre tout le monde en ordre de marche pour se diriger vers ces buts. Aujourd'hui, la question de l'hydrogène en est une très bonne illustration, puisque on estime, d'un point de vue scientifique, que utiliser mieux l'hydrogène permettrait sans doute d'être un vecteur pour se départir de l'utilisation du pétrole. Mais s'engager dans l'hydrogène, ça suppose donc un engagement des entreprises, mais il ne peut pas y avoir qu'un engagement des entreprises. Il faut aussi que l'État donne la voie. L'Allemagne a adopté un plan de 9 milliards sur le sujet, et la France, très récemment, au départ, on avait un plan microscopique, et là, on vient de se doter de quelque chose d'un peu plus armé, un peu plus lourd, pour s'engager sur le sujet. Mais donc, on voit bien que cette définition de la performance environnementale, cette définition de la stratégie, elle va là encore supposer une gouvernance complexe entre différents types d'acteurs, différentes échelles de communautés, ce qui rend le sujet relativement complexe. Je ne sais pas si vous connaissez l'économiste Mariana Mazzucato, qui conseille beaucoup d'États. Et en fait, depuis une dizaine d'années, elle travaille sur l'idée d'État entrepreneur. Son idée, en fait, c'est qu'il ne faut absolument pas opposer public et privé, et qu'au contraire, il faut
utiliser pleinement la synergie entre public et privé. Et donc elle prend de très nombreuses illustrations, notamment aux États-Unis, qui a priori est le pays du libéralisme. Elle prend de très nombreuses illustrations dans lesquelles elle démontre que des activités économiques qui sont aujourd'hui extrêmement florissantes ont été permises parce qu'au départ, on a eu un plan national stratégique sur le sujet qui a permis d'agréger les forces et qu'ensuite l'activité économique est venue. Et donc ces écrits sont vraiment extrêmement intéressants sur l'opposition. Elle permet de dépasser, donc Mariana Mazzucato, elle permet vraiment de dépasser cette opposition un peu basique, public-privé, et de démontrer qu'en fait, il faut utiliser pleinement la synergie entre les deux pour définir ce cap qui va nous permettre peut-être de relever le défi. Alors, dans la définition dans cet effort de définition, donc je vous ai dit, il y a l'État à l'échelle nationale, d'autres échelles régionales, mais enfin, un peu le seul exemple d'échelle régionale qu'on a, c'est l'Union européenne, donc qui va, à travers ce plan de relance qui est une première, c'est vraiment une première, non seulement sur l'importance du plan, mais aussi sur la manière dont il est construit. C'est vraiment la première fois que des États très réfractaires à ça admettent une forme de mutualisation de cette dette et que, par un mécanisme de solidarité en quelque sorte, chacun s'engage pour les autres. Et donc cet effort de définition, on le situe soit à l'échelle étatique, soit à l'échelle régionale de l'Union européenne, mais il peut aussi apparaître au travers de différents instruments. Et donc je voulais notamment faire référence aux ODD, aux Objectifs de développement durable, adoptés par les Nations Unies en 2015, qui vont donner certaines pistes aux entreprises pour driver leur activité. Alors, il y en a 17. On ne peut jamais poursuivre la satisfaction de 17 ODD à travers son activité. Et au départ, les ODD étaient surtout tournés vers l'action des entités publiques, États ou régions. Mais aujourd'hui, on voit que les entreprises se les approprient. Et on fait beaucoup de liens, par exemple, entre les ODD et le Global Compact. Je ne sais pas si tout le monde situe le Global Compact, qui est cet instrument offert aux entreprises depuis l'année 2000. C'est à la suite du discours de Davos. Kofi Annan, à Davos en 1999, a dit « Sans un engagement très fort des entreprises, on n'y arrivera pas. Les États, aujourd'hui, sont impuissants à opérer cette conversion. Il faut absolument qu'on puisse compter sur les entreprises. Mais on va les accompagner en mettant à leur disposition cet instrument, le Global Compact, qui est en fait un engagement volontaire dans lequel vont venir s'inscrire les entreprises et dans lequel elles s'engagent à respecter 10 piliers. Et parmi ces 10 piliers, il y en a 3 qui portent sur la protection de l'environnement. Et donc aujourd'hui, à l'échelle des Nations Unies, ils essaient de faire le lien de manière très très forte entre le Global Compact et la poursuite des objectifs de développement durable pour dire aux entreprises, vous devez essayer d'inscrire votre activité dans la poursuite de 3 ou 4 objectifs suivant le type d'activité que vous menez. Par exemple, si vous êtes un laboratoire pharmaceutique, vous allez vous inscrire dans l'objectif de protection de la santé. Voilà. Et donc, on voit que à l'échelle internationale apparaissent un certain type d'instruments qui permettent de tenter de définir la norme. Alors, tenter de définir la norme, oui, mais en même temps, il faut bien prendre conscience qu'il s'agit d'un sujet d'une complexité scientifique très importante, ce qui va rendre ardue la question, et j'imagine que ce sont des sujets que vous vous posez beaucoup en matière de comptabilité à triple capital, parce que comment est-ce qu'on peut appréhender la complexité scientifique des sujets pour ensuite les inscrire de manière pas parfaite, parce qu'il ne faut jamais rechercher la perfection, mais de manière satisfaisante par rapport à l'activité de l'entreprise. Je voulais prendre le cas du carbone, parce que a priori, la question des émissions de gaz à effet de serre, a priori, c'est sans doute le sujet sur lequel on est le plus avancé en matière environnementale. On a un certain nombre de normes qui sont fixées,
qui nous permettent de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, les entreprises peuvent inscrire leur trajectoire d'émissions dans certaines perspectives, et notamment dans la perspective de l'accord de Paris de 2015 qui prévoit un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. On n'y est pas du tout, hein, vous le savez, mais idéalement, on prévoit de limiter le réchauffement à 2 degrés. Super. Sauf que non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir mesurer les émissions de gaz à effet de serre, pas seulement nécessairement au niveau de l'entreprise, mais aussi tout, en prenant en considération tout l'amont et tout l'aval de son activité. C'est le fameux scope 3 dans la mesure de ces gaz à effet de serre. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous est familière. L'idée, c'est que le scope 1 se rapporte vraiment aux émissions directes de gaz à effet de serre par l'activité de production de l'entreprise. Le scope 2 est un peu plus large et prend en compte les transports, ce type de choses. Et le scope 3 va prendre en considération toute la chaîne amont, c'est-à-dire toutes les émissions qui ont été produites à l'occasion de la production des matières premières qui vont être utilisées par l'entreprise dans sa production, mais aussi toute la chaîne aval, c'est-à-dire quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui vont être produites à l'occasion de l'utilisation du produit. Je prends un exemple, l'industrie pétrolière. Lorsque l'essence ou le diesel est utilisé au sein des véhicules par les consommateurs pour rouler dans leur voiture, là on est au niveau du scope 3. Or, aujourd'hui, que vous disent les scientifiques, qu'on ne peut absolument pas se contenter d'une analyse scope 1 et 2, qu'il faut absolument prendre en considération le scope 3, parce que sinon, on est unijambiste. J'aime beaucoup cette image. Si on mesure seulement le scope 1 et 2, en fait, on est unijambiste et on ne prend pas du tout en considération l'entreprise. Alors, que vous répondent certaines industries qui n'ont pas du tout envie de prendre en considération le scope 3 parce que sur le scope 1 et 2, elles ne sont pas trop mal situées et puis en fait, leur score explose quand on prend en considération le scope 3. Ils vous disent oui, mais en fait, c'est complètement idiot parce qu'on arrive à un double comptage des émissions, donc cela n'a pas tellement de sens. C'est un petit peu vrai. Et évidemment que dans la mesure du scope 3, il y a beaucoup d'arbitraire. Néanmoins, si on ne fait pas cet effort de prise en considération du scope 3, on passe complètement à côté du sujet. Alors, donc, il ne faut pas passer à côté du sujet, mais c'est un sujet complexe. Et donc, effectivement, la mesure de ce scope 3 est complexe. Autre biais, c'est le scénario de référence qui va être utilisé par l'entreprise pour dire ma trajectoire est bien alignée avec celle de l'accord de Paris. Alors, on ne parle plus de 1,5, on parle de 2 maintenant. Ma trajectoire, l'évolution de mes activités est bien alignée pour parvenir donc en général à la neutralité carbone, soit en 2050, soit en 2040 si je suis un peu plus avancée. D'un point de vue scientifique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va être obligé de faire des scénarios à l'échelle globale pour analyser quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont permises pour rester dans cette trajectoire de 2 degrés. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va ventiler en quelque sorte, à une échelle géographique et aussi par type d'activité, les émissions de gaz à effet de serre. Notamment, c'est ce que passe son temps à faire le GIEC ou le Haut Conseil du climat pour la France. Vous voyez, essayer d'étudier, alors bâtiment, transport, vous voyez, on va essayer, industrie, on va essayer par type d'activité de dire si on veut être neutre en 2050, si on veut s'aligner avec une trajectoire de 2 degrés, il faut qu'on autorise, entre guillemets, tant d'émissions de gaz à effet de serre par dimension géographique et par type d'activité. Ok, mais on va se référer aussi
à ce qu'on appelle les capacités de stockage du carbone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les capacités de stockage du carbone. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que certains mécanismes nous permettraient d'absorber du carbone. Donc, par un phénomène de compensation, si j'arrive à soustraire, du coup, je peux larguer plus. Vous voyez? Si on dit que pour tel secteur, on va prendre un chiffre abstrait, hein, pour tel secteur, j'ai le droit d'émettre 8. J'ai le droit. Je peux émettre 8 pour rester aligné avec la trajectoire de degrés. OK. Mais si j'arrive à capter 4, à ce moment-là, je peux émettre 12. Vous voyez, 12 moins 4, 8. Super. Et donc, on va considérer qu'on arrive à capter, à stocker 4. Un organisme qui joue un rôle très important dans la production de ces scénarios, c'est l'AIE, l'Association internationale de l'énergie, qui produit justement tous ces scénarios, qui dispatche, ventile par type d'activité, par type de géographie, ce qui est possible comme émission de gaz à effet de serre pour rester dans une trajectoire. Sauf que ces scénarios de l'AIE, si vous écoutez les gens du Shift, et notamment Jean-Marc Jancovici, ils vont vous expliquer que ces scénarios sont complètement pervertis parce qu'ils reposent sur des soi-disant capacités de stockage qui sont en réalité complètement hypothétiques. Dans ces capacités de stockage, donc il y aurait les ressources naturelles, on plante des arbres, bon ça super, ok, mais ça c'est très peu. Et le reste, ça serait ce qu'on appelle les fameux puits de carbone. Alors moi, c'est quelque chose qui est assez abstrait pour moi. Un puits de carbone, donc ça serait un immense trou sur la Terre dans lequel on arriverait à stocker le carbone. Sauf que des gens très doués d'un point de vue scientifique vous expliquent que pour l'instant, on n'est pas du tout capable de faire ça. Et donc ça démontre bien que les scénarios sur lesquels on se fixe pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre sont des scénarios qui sont pervertis dès l'origine. Donc, si je prends cette illustration des gaz à effet de serre et du carbone, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une complexité scientifique du sujet qui rend la tâche extrêmement ardue. Et encore là, on est sur le cas le plus simple. Si on s'intéresse à la question de la biodiversité, mais là, on s'arrache les cheveux. Pourquoi? La biodiversité, il y a une trentaine d'années, les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle l'étudiaient un petit peu en silo, de manière statique. C'est-à-dire qu'on allait étudier chaque espèce animale, chaque espèce végétale, indépendamment les unes des autres. Aujourd'hui, on a une vision parfaitement dynamique de la biodiversité, dynamique de les interactions extrêmement puissantes entre les différents écosystèmes. Voyez ? Donc, d'un point de vue scientifique, c'est déjà compliqué à observer, à comprendre. Et ensuite, il va falloir essayer d'analyser les impacts des activités des entreprises sur les interactions entre ces différents écosystèmes. C'est quelque chose de complexe. Alors, le mieux est l'ennemi du bien, bien entendu. On ne va pas attendre d'avoir un scénario parfait pour agir. Il faut agir immédiatement, de manière imparfaite, même si on passe un petit peu à côté de certains sujets, même si on fait des erreurs, peu importe, il faut agir immédiatement. Mais on voit bien qu'il y a une complexité scientifique du sujet qui rend les choses difficiles. Alors, il y a un concept qui est très intéressant, qui est celui de limite planétaire. Ce concept de limite planétaire, il a été conceptualisé par le Stockholm Resilience Center, qui travaille depuis plus de 20 ans sur cette idée, qui est essayer d'analyser comment est-ce qu'on peut cantonner l'activité de l'entreprise pour la rendre compatible avec le respect de 9 valeurs dans lesquelles il y a effectivement la question de l'acidité des océans, du réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité. Donc, ils ont identifié 9 items
sur lesquels ils vont analyser les impacts des activités des entreprises et voir comment est-ce que ces activités peuvent s'inscrire dans un certain respect de ces impacts-là. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment... Et aujourd'hui, ils collaborent avec des entreprises pour essayer d'implémenter dans l'activité, au cœur même de la stratégie, cette notion de limite planétaire. Vous avez un certain nombre d'entreprises, dont la fameuse première entreprise française de cosmétiques, qui a, depuis 2 ans, intégré cette notion de limite planétaire dans ses process d'activité. Matières premières, évidemment, achat, c'est extrêmement important, production, pour essayer de voir comment est-ce que tout cela est compatible. Autre illustration, un outil qui a été mis en place par le groupe Kering, qui s'appelle EPL, qui est Environmental Profit and Loss. Alors cet outil, il a pour objet d'analyser, là encore, quel est l'impact environnemental de l'activité des entreprises. Sa mise en place a demandé beaucoup de temps, parce que donc Kering, c'est un groupe spécialisé dans le luxe, qui vraiment s'est recentré autour d'une activité de luxe, dans lequel on a beaucoup à la fois la mode et puis la joaillerie. Et donc dans la mode, il s'agissait du coup d'aller rencontrer tous les producteurs de matières premières, puisque ce sont plutôt des matières premières assez exceptionnelles, pour voir comment est-ce qu'ils produisaient ces matières premières, qu'est-ce que ça signifiait en termes d'utilisation d'eau, d'espace, d'émissions de gaz à effet de serre, pour essayer de mettre un outil le plus fin possible et quantifier l'impact environnemental des activités. Là encore, ce n'est pas un outil parfait, bien entendu, mais c'est un outil qui permet d'approcher une image, et puis c'est surtout un outil qui va permettre d'analyser une trajectoire. Est-ce que l'évolution de mon activité se situe dans une trajectoire positive ou négative par rapport aux objectifs environnementaux? Et ce qui est très intéressant, c'est que le groupe a fait le choix de mettre cet outil en open source, c'est-à-dire qu'il l'ouvre à toutes les autres activités dans leur filière et en dehors de leur filière, afin d'essayer de convertir les autres entreprises pour qu'elles-mêmes puissent s'intéresser de manière de plus en plus fine aux impacts environnementaux de leurs activités. Après, il va falloir qu'elles s'approprient l'instrument, évidemment. Si vous êtes dans l'agroalimentaire, il y aura beaucoup de choses qui seront très, très différentes. Mais l'idée, c'est d'essayer d'acclimater les entreprises à cette mesure, non parfaite, mais peu importe, à cette mesure de l'impact environnemental de leurs activités. Alors, donc vous voyez, déjà, il y a une complexité scientifique du sujet qu'il va falloir essayer d'approcher dans cette idée de définition du cap et puis mesure de l'impact environnemental des activités. Mais je le répète, c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, surtout pas. Et même si c'est pas parfait, il faut y aller. Alors ensuite, on va essayer d'utiliser cette mesure dans des outils juridiques. Qu'est-ce que je fais de cette mesure par rapport aux activités de l'entreprise? Et là, on va entrer dans cette articulation entre la soft law et la hard law. Alors, le premier usage que je vais faire de cette mesure, ça va être dans le cadre de ce qu'on appelle le reporting extra-financier. Le terme même est déjà tellement significatif. L'extra-financier, c'est tout ce qui n'est pas la finance. C'est comme Rome et les barbares. Et donc l'extra-financier, ça désigne l'environnemental et le sociétal. Et donc, la France a été vraiment un des pays les plus en avant sur ce sujet, puisque dès 2001, dans la fameuse loi NRE, on a mis à la charge des sociétés cotées une obligation de faire un reporting extra-financier sur le sujet. Le reporting, ce n'est qu'une obligation de dire. Je dois dire ce que je fais, rendre compte des informations sur la façon dont sont traités les sujets environnementaux et sociétaux. Ce n'est pas une obligation de faire. On ne m'oblige pas à faire. On m'oblige à dire ce que je fais. Mais vous voyez que la frontière va s'amenuiser de plus en plus parce que
il est très difficile de dire que je ne fais rien. Donc, ce reporting extra-financier était une incitation très très forte à aller de l'avant. Alors, le reporting, il a profondément évolué parce que Michel Barnier, monsieur Brexit, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Michel Barnier, il avait été ministre de l'Environnement en France. Enfin, c'est quelqu'un qui est attaché à ces sujets depuis longtemps. Et donc, en 2014, il a produit à l'échelle européenne une directive sur le reporting extra-financier pour implémenter dans tous les pays un reporting. La France était très en avance, mais il s'est dit il faut en mettre partout. Et donc, nous avons transposé cette directive dans une ordonnance de juillet 2017 qui a créé ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière, qui vient se substituer au reporting. Alors, juste pour comprendre la mutation qui s'opère, qui est une mutation très importante, avant la déclaration de performance extra-financière, il s'agissait de répondre sur 42 items à ce que faisait l'entreprise par rapport aux déchets, à la consommation énergétique, à la consommation des ressources, à la diversité, aux syndicats, au handicap. Enfin voilà, 42 items sur lesquels je devais dire est-ce que je suis dans le vert, jaune, orange, rouge. Enfin, ce sont des couleurs qui sont très souvent utilisées. Qu'est-ce que je fais sur ces différents sujets ? Depuis la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, on a complètement changé d'idée et ce qu'on veut maintenant, c'est que cette déclaration soit le reflet de la stratégie RSE de l'entreprise à travers la notion de matérialité. La matérialité, c'est une notion financière, ce sont les sujets saillants, les sujets pertinents, importants pour l'entreprise. Et donc, cette déclaration, elle repose maintenant sur un schéma qui est complètement différent, qui va être la description du modèle d'affaires, la cartographie des risques, et ensuite la description des mesures d'adaptation pour ces risques et de l'efficacité de ces mesures sous la forme d'indicateurs clés de performance. Donc la DPEF, elle a vraiment opéré une mutation très très forte dans l'idée même du reporting extra-financier. Il ne s'agit plus de dire si je suis vert ou rouge sur tel sujet. Il s'agit de décrire sa stratégie RSE. Et c'est vrai que beaucoup de groupes ont profité de cette occasion pour changer profondément leur manière de faire. À côté de ça, donc les entreprises, ce sont ce qu'on appelle les émetteurs. À côté de ça, il y a aussi l'activité des investisseurs qui va jouer un rôle extrêmement important. Pourquoi ? Sans rentrer dans les détails de choses qui vous sont très familières, vous savez qu'on est plutôt dans un modèle actionnarial dans lequel l'entreprise est considérée presque comme la propriété de ses actionnaires, même si c'est complètement faux, et que donc l'entreprise doit travailler pour donner de la valeur financière à ses actionnaires. Modèle actionnarial un peu ancien qui a complètement explosé avec toute la financiarisation de l'économie à partir des années 1990. Et puis aujourd'hui, on est plutôt à rebours de ce modèle actionnarial avec au contraire la prise en considération des parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui collaborent au sein de l'entreprise mais aussi à la périphérie et en dehors de l'entreprise, les salariés, les clients, les concurrents, les communautés locales, la société civile tout entière, prise en considération de ces intérêts-là et de l'impact des activités de l'entreprise sur ces intérêts-là. Alors, parmi les parties prenantes, on a du mal à situer les actionnaires parce qu'effectivement, est-ce que ce sont... Alors, parfois, on les qualifie de parties prenantes constituantes, sous cette idée qu'ils seraient presque propriétaires de l'entreprise. Mais donc du coup, il va être très important d'analyser quelle est la stratégie des investisseurs au regard des grands enjeux sociaux et environnementaux. Et ça a été fait en France depuis la loi sur la transition énergétique de 2015, qui contient un fameux article 173. Si vous parlez à n'importe quel banquier ou assureur, il est très familier de cette notion. L'article 173 de cette loi, qui, pour la première fois, a obligé les investisseurs à décrire quelle était leur démarche en matière de réchauffement climatique et d'enjeux environnementaux. Donc c'était une initiative française, une loi française, qui ensuite a essaimé à l'échelle européenne, puisqu'elle a suscité un grand intérêt et qu'elle a conduit à l'adoption du règlement Disclosure en novembre 2019, ce règlement se situant
dans le gros paquet européen de la finance durable annoncé depuis mai 2018. Donc, vous voyez qu'il est très cohérent d'essayer de relier la performance environnementale des émetteurs, des entreprises, avec la performance avec la performance environnementale des investisseurs et de les obliger à décrire ce qui se passe dans leur portefeuille. AXA, par exemple, publie ce qu'ils appellent une température de leur portefeuille. C'est-à-dire qu'ils essaient d'analyser quelle est la perspective en termes de réchauffement climatique au regard des actions des entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille. Le résultat fait froid dans le dos, 3,1 degrés, et c'est merveilleux parce qu'on estime que pour les autres investisseurs, c'est plutôt 4 degrés. Voyez, donc en étant à 3,1 degrés, AXA se situe dans une hypothèse magnifique. Donc ça fait juste très très froid dans le dos. Alors aujourd'hui, à l'échelle européenne, il y a l'émergence d'un instrument qui est sans doute un instrument très, très riche pour l'évolution. C'est ce qu'on appelle la taxonomie européenne. Alors, que s'agit-il ? La taxonomie, elle s'inscrit dans ces mécanismes de finance durable. 5 minutes ? Super. Alors, l'idée de la finance durable, c'est très simple. C'est faire pression sur les investisseurs pour les inciter à investir dans des entreprises déjà vertes ou en transition. Tout simplement, la finance durable, c'est ça. Comment est-ce que je fais pour faire levier sur les investisseurs, pour les pousser à aller vers ça ? Le levier, ça va être justement qu'ils soient obligés de rendre compte de ce qu'il y a dans leur portefeuille. Qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille ? Donc j'ai du vert, j'ai des activités en transition. Et peut-être qu'à terme, tout ça pourrait amener à un bouleversement des règles prudentielles qui portent sur les investisseurs. Vous savez que les investisseurs ont des obligations pour stabiliser leur capital, des obligations de couverture, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque vous investissez en actions, vous êtes obligé d'avoir 39% de la valeur de ce que vous investissez en actions dans votre capital pour stabiliser cet investissement. Et peut-être qu'à terme, cette taxonomie irait jusqu'à bouleverser les règles prudentielles qui pèsent sur les investisseurs pour les inciter à investir dans des entreprises soit déjà vertes, soit en transition. Donc vous trouvez dans les slides les différents critères qui ont été retenus en juillet 2020 pour considérer qu'une activité est verte et donc elle s'inscrit dans cette bonne trajectoire. Ce qui est très intéressant dans la taxonomie, c'est que ça permet de rejoindre la mesure de la performance environnementale de l'entreprise avec celle de l'investisseur, puisque vous voyez que la performance environnementale de l'investisseur, elle va se faire en miroir de ce que j'ai dans mon portefeuille, en miroir de la performance des entreprises. Et donc, du coup, on va rejoindre les performances RSE avec les performances ESG, qui est le terme ESG, environnemental, social, gouvernance, qui est le terme pour qualifier la pertinence le caractère vert de la finance. Alors, dans cette évolution des relations soft law, hard law, il y a un élément qui est très intéressant, qui est le devoir de vigilance qui a été mis en place en France en 2017 et qui oblige les très grandes entreprises, celles qui ont plus de 5000 salariés, à adopter et mettre en œuvre effectivement un plan de vigilance dans lequel elles vont devoir prévenir les impacts de leurs activités en matière de droits humains, environnement, social. D'accord ? Et donc là, on est dans une obligation de faire. Il ne s'agit pas seulement de rendre compte, il s'agit d'expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour prévenir les atteintes graves en matière de droits humains, environnement. Et donc, nous, pour ce qui nous intéresse, l'environnement, vous voyez que là, il y a un durcissement de la responsabilité de la société, puisque je suis plus seulement dans une obligation de dire, je vais être dans une obligation de faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a vraiment une volonté
assez ferme, qui est porteuse d'espoir que ce devoir de vigilance soit étendu d'ici un an à l'échelle européenne, ce qui est quand même quelque chose qui est porteur de grand espoir. Alors, pour terminer, quelle gouvernance maintenant ? En effet, comment est-ce qu'au sein de l'entreprise, je vais promouvoir, assurer la défense de ces intérêts-là ? Parce qu'il faut être capable de mesurer, enfin de définir, de mesurer la performance environnementale, mais il faut ensuite étudier au sein de l'entreprise quels sont les différents mécanismes que je peux mettre en place pour essayer de promouvoir la promotion de ces intérêts. Et là-dessus, la loi Pacte, adoptée en mai 2019, a eu un impact relativement important, puisqu'elle a modifié la rédaction de l'article 1833 du Code civil en intégrant à côté de l'intérêt général la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, qui s'imposent tant aux organes dirigeants qu'au conseil d'administration. Et ce qui soulève du coup la question de la représentation des intérêts des parties prenantes au sein de l'entreprise, puisque dans la prise en considération de ces enjeux, je dois non pas analyser les impacts pour moi, mais analyser les impacts que je peux causer à l'extérieur. Et dans ce dialogue, il va être très important d'avoir une confrontation du point de vue extérieur, une confrontation du point de vue du coup des parties prenantes. Et donc on voit petit à petit émerger au sein des entreprises des comités de parties prenantes qui viennent représenter les intérêts des différentes parties prenantes, qu'il s'agisse des consommateurs, des ONG, de l'environnement. Et à partir de là, on se pose la question de savoir comment est-ce que ce comité de parties prenantes va interagir avec le conseil d'administration et avec les organes dirigeants. Donc c'est une question qui est vraiment en train de se mettre en place. L'IFA, l'Institut français des administrateurs, doit, dans les prochaines semaines, rendre public un rapport sur le sujet. Comment est-ce que on articule ce comité des parties prenantes qui est présent dans déjà un certain nombre d'entreprises avec les organes dirigeants. Et enfin, sur la poursuite et la sensibilisation à ces intérêts, se pose aussi la question de la pertinence ou non d'un comité développement durable, d'un comité RSE au sein du conseil d'administration. Alors, la préoccupation environnementale devrait être présente partout, donc en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait un comité ad hoc. Mais en attendant ce monde merveilleux, peut-être qu'il est préférable d'avoir un comité ad hoc qui permette effectivement de défendre au sein du conseil d'administration ces notions. Et le sujet est sans doute renouvelé par la notion de raison d'être, portée là encore par la loi Pacte. Donc vous savez qu'un certain nombre d'entreprises ont adopté une raison d'être. La raison d'être, qu'est-ce que c'est ? C'est justement cet horizon un peu plus lointain dans lequel je vais inscrire mes activités et qui n'est pas seulement la description de mon processus d'activité, de mon modèle économique, qui est la description de à quoi sert l'entreprise dans la société, dans quel chemin est-ce qu'elle s'inscrit. Et il serait sans doute très intéressant de mieux inscrire la notion de raison d'être au sein du fonctionnement même du conseil d'administration pour mettre en place peut-être des mécanismes qui permettent de s'assurer que le fonctionnement du conseil d'administration est fait dans la poursuite de la satisfaction de cette raison d'être, qu'il y a une pertinence, un alignement entre les décisions du conseil d'administration et la raison d'être choisie par l'entreprise. Et cela permet de faire le lien en conclusion avec vos préoccupations sur la comptabilité triple capital, puisque vous allez encore plus loin, puisqu'il s'agit de venir intégrer dans les comptes même de l'entreprise, donc au cœur du financier, les sujets sociaux et environnementaux. Mais c'est de ce dont on va pouvoir discuter. Merci beaucoup.